Inventé au XIXe siècle par Francis Galton dans le but d'améliorer l'humanité, l'eugénisme est l'ensemble des méthodes et des pratiques de sélection visant à éradiquer les personnes jugées handicapantes pour la société et à favoriser celles jugées bénéfiques. Si on se réfère à l'eugénisme classique du début du XXe siècle, on avait des moyens beaucoup moins importants qu'aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'on n'avait pas de sélection possible avant la naissance, on avait juste ce qu'on appelle la sélection artificielle appliquée à l'homme, qui va ensuite être reprise d'ailleurs par l'idéologie nazie. Et la mise en pratique chez les nazis, on faisait en sorte de faire se reproduire entre eux des individus qui étaient considérés comme étant les meilleurs pour la race, aryenne en l'occurrence. Ça, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme positif. On encourage la reproduction de gens qu'on considère comme étant les meilleurs. Et il y a l'eugénisme négatif qui, lui, vise à faire en sorte que les gens considérés comme des tares pour la société ne se reproduisent pas. Donc vous avez les deux tendances qui ont été évidemment mises en pratique par l'Allemagne nazie de la manière la plus nette, mais il faut bien savoir aussi que dans les pays démocratiques comme les USA, comme la Suède jusque dans les années 70, on a pratiqué l'eugénisme négatif en stérilisant de façon tout à fait légale des personnes handicapées, par exemple, handicapées intellectuelles, ou supposées telles, parce qu'elles avaient de mauvais résultats des tests de QI. Et on a donc, sous couverture légale, fait en sorte que ces personnes ne puissent pas avoir accès à la reproduction, ne puissent pas avoir d'enfants, parce qu'on les considérait comme étant dangereuses pour la société. Bien qu'aujourd'hui de telles politiques soient désapprouvées, on retrouve néanmoins une forme appelée néogénisme. Et pour cause, grâce au progrès de la génétique et des techniques de procréation médicalement assistée, il est désormais possible d'identifier les embryons porteurs de certaines maladies graves. Une pratique très encadrée, en France tout au moins. C'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire que dans une procédure, un processus de fécondation in vitro, on maintient la culture embryonnaire jusqu'au 3e, 4e jour. À ce moment-là, on prélève quelques cellules, en général 2 ou 3 cellules de ce que l'on appelle l'embryon, qui est en fait un groupe de cellules qui donnera autant l'enfant que le placenta, faire des analyses très rapides en biologie moléculaire sur 24-48 heures pour ne transférer que les embryons qui sont indemnes de telles anomalies, pathologies pour lesquelles toute une enquête préalable a été réalisée pour savoir si effectivement on avait dans cette famille-là le marqueur, par exemple de la mucoviscidose, de telle myopathie ou telle affection, maladie d'une particulière gravité, non curable dans les données actuelles de la médecine, et pour laquelle ça ne débouchera que sur des transferts d'embryons indemnes de la découverte de tel ou tel gène. Aux États-Unis, on n'est pas sur la même logique, il y a une logique financière, et dans le cadre d'insémination, par exemple, ou de fécondation in vitro, mais souvent c'est des inséminations, il y a des books, comme pour les top modèles, et donc les parents ou la femme peut choisir d'acheter, entre guillemets, le sperme congelé de tel ou tel donneur ayant telle ou telle caractéristique, parce que étudiant de telle grande université ou ayant un physique tout à fait particulier, qu'il soit mannequin ou qu'il ne soit pas mannequin. Mais ça ne garantit pas du résultat. Ce n'est pas parce que vous avez un père brillantissime que vous serez brillantissime. Ce n'est pas parce que vous avez une mère top modèle que vous serez forcément top modèle également. Une sélection qui nous rappelle toutefois les erreurs qui ont été commises par le passé et qui soulèvent de nouvelles questions. On ne va pas condamner systématiquement cette tentative d'amélioration, entre guillemets, de la reproduction humaine. Par contre, l'usage qui en a été fait qu'on peut être extrêmement prudent. Ça, c'est l'argument dit de la pente glissante. À partir du moment où on commence à dépister certaines choses, par exemple ces risques de maladies monogéniques liées à un seul gène, on est sûr que la personne présentera la maladie si elle est porteuse du gène. Mais pourquoi ne pas aussi essayer ensuite de faire en sorte que les gens qui risqueraient d'être trop petits, qui risqueraient d'avoir une vue trop basse, qui risqueraient une calvitie à 50 ans ou un risque d'obésité, enfin vous pouvez imaginer énormément de choses possibles qu'on puisse dépister, eh bien en fait la pente glissante, cet argument nous dit si on commence, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc il faut restreindre très fortement cette possibilité d'usage des moyens de sélection dont nous disposons aujourd'hui, qui sont infiniment plus développés que ceux qu'on avait au début du XXe siècle. Le problème, c'est aussi les critères de sélection. Parce que, par exemple, qu'on ne veuille pas qu'un enfant qui n'aura pas de cerveau à la naissance se développe, un enfant anencéphale. On peut difficilement arguer qu'il faille laisser naître un enfant comme celui-là, qui a une malformation majeure. Mais, là encore, on retrouve la question de l'évaluation. Vous dites des gens de moins d'1,50 m, qu'est-ce qui dit que dans la société, quelqu'un de moins d'1,50 m est handicapé? Rien du tout.
En fait, c'est toute la question de l'évaluation des individus, et notamment des personnes en situation de handicap, qui est posée. Et c'est derrière la stigmatisation de ces personnes qui est en question. Qu'est-ce qui est une vie qui vaut la peine d'être vécue, ou pas? Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.